Bonjour Laurent Jacobelli, bienvenue sur ce plateau. Vous représentez le Rassemblement National. Bonjour Pierre Jouvet, bonjour. Bienvenue. Vous représentez le Parti Socialiste, donc le nouveau Front Populaire. Je vous rappelle les règles des duels sur ce plateau. On s'écoute s'il vous plaît. C'est toujours le meilleur moyen de convaincre les gens qui vous regardent et vous écoutent avec attention. Vous avez entendu à l'instant Laurent Jacobelli, Monsieur Guetta, dire... Pour lui, en tout cas, la consigne est claire, tout sauf le Rassemblement National, c'est-à-dire bien, il ne faut pas une voix au RN quitte à voter LFI. Écoutez, c'est sa vision de la démocratie. Je suis surpris qu'il n'y ait pas l'once de début d'un programme pour aider les Français sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité ou dans la lutte contre l'immigration. Simplement, sauver nos postes. C'est ça un peu qu'il est en train de nous dire. Sauver nos mandats avec des alliances improbables. On va voir, par exemple, la majorité soutenir M. Louis Boyard. On va voir le Parti Socialiste et les gens de gauche soutenir Mme Elisabeth Borne qui a mis en place la réforme des retraites. Tout cela est incompréhensible et moi je crois que les Français sont des gens de bon sens et ils verront bien que sur le programme, ils vont continuer à nous soutenir parce qu'il y a une vague, une dynamique du Rassemblement National et de ses alliés, vous l'avez vu, le score, le nombre de voix là en 2024 au premier tour est 4 fois le nombre de voix que nous avions au premier tour de 2022. Donc il y a comme ça une grande vague qui nous porte. Je comprends bien que ça désarçonne un peu nos adversaires politiques qui sont prêts à toutes les alliances, même les plus improbables, mais les Français nous font confiance, nous aurons la majorité absolue et Jordan Bardella sera Premier ministre. Monsieur Jouvet. Vous allez soutenir Elisabeth Borne, dit Laurent Jacobelli, qui a fait la réforme de retraite que vous avez combattue. Tout à fait. Nous avons combattu la réforme des retraites, excusez-moi, et nous proposons dans notre projet de l'abroger si nous sommes au pouvoir dans quelques jours. Donc ça ne change pas sur le fond. Ce qui est très clair, et moi je comprends parfaitement ce qui vient d'être dit à l'instant, je respecte cette position, c'est que nous avons une position qui est très claire. C'est de dire, nous voulons empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Donc hier, nous avons été très clairs sur tous nos plateaux, sur toutes nos positions. Nous nous retirons là où nous sommes 3e en 4 triangulaires. Nous appelons à battre les candidats du Rassemblement National parce que finalement, nous considérons que nous sommes dans un moment grave face à l'histoire. Monsieur Jacobelli a raison. Hier soir, il y a eu une vague d'extrême droite. Hier, il y a eu une vague d'extrême droite en France. C'est une réalité. Aujourd'hui, l'extrême droite a un pied dans la porte du pouvoir. C'est une réalité. Je ne vais pas dire l'inverse. Moi, je respecte le vote des Français. Je vois la carte de France. Je vois les ruptures. Je vois dans la ville dans laquelle j'ai été maire pendant de nombreuses années, les résultats à Saint-Vallier, dans la Drôme. Je vois les résultats, je vois la réalité. Je vois cette angoisse et cette inquiétude face aux déserts médicaux, face à la difficulté de fin de mois et du pouvoir d'achat, cette France qui travaille et qui ne s'en sort plus. Et donc, c'est une réalité politique. Et cette réalité politique, je considère que nous sommes ceux qui sont les plus à même d'y répondre par le fond. Et donc nous disons aujourd'hui que face au moment historique dans lequel nous sommes, nous devons nous mobiliser partout pour battre l'extrême droite. Je vous pose une question à tous les deux. J'ai beaucoup entendu au cours des émissions que j'ai eu la chance de présenter depuis de nombreuses années maintenant, la remise en question de la légitimité d'un scrutin au regard de la participation, au regard des taux exprimés pour tel ou tel candidat. Est-ce que tous les deux, pour votre parti, vous nous dites ce matin, quel que soit le résultat, nous respecterons, nous ne critiquerons pas, nous ne remettrons pas en cause la potentielle légitimité de ce qui va se passer, parce qu'il y a une participation qui est exceptionnellement importante pour ce type de vote. C'est une évidence, nous avons toujours respecté le verdict des urnes, nous le respecterons dimanche prochain, quel qu'il soit. Et moi je suis un peu étonné de voir des mouvements qui appellent au sursaut républicain aller dans les rues à côté de ceux qui cassent des vitrines pour remettre en cause ce qui a été décidé par les électeurs. Et c'est ce qui s'est passé hier. On a vu à Paris, place de la République, des images terrifiantes de gens qui cassent, de gens qui agitent des drapeaux à peu près de toutes les nationalités sauf le drapeau français. Et on se demande bien ce que ces gens-là ont dans la tête. Je vous écoutais parler avec beaucoup de sagesse et beaucoup de calme, un peu surpris que vous agitiez un chiffon rouge parce que je vous le rappelle, nous sommes tous des élus républicains et qu'il n'y a pas des élus de républicains de première catégorie et de deuxième catégorie qui serait le Rassemblement National. Mais vous m'avez l'air d'être quelqu'un de raisonnable. Comment vous pouvez vous allier à des Louis Boyard, à des Raphaël Arnaud, dont je rappelle qu'il est 3 fois fiché S et qu'il a 7 identités différentes, à monsieur Poutou, qui applaudit quand un commissariat prend feu et qui est poursuivi pour apologie du terrorisme. Et vous nous dites que vous êtes un rempart contre ce qu'il y aurait de pire. Non, vous êtes l'allié de ce qu'il y a de pire. Et le vrai front républicain pour demain, c'est d'empêcher ces gens-là d'arriver au pouvoir. Jordan Bardella est le seul à pouvoir avoir une majorité absolue. Et donc il est le seul à pouvoir garantir une stabilité de la France. Une France sereine, une France paisible, une France qui rend du pouvoir d'achat et qui se protège. Il gouvernera pour tous les Français.
avec tous les élus. Et c'est ce discours de concorde qu'on n'entend plus chez vous. On entend un discours de division qui correspond d'ailleurs au discours de M. Mélenchon, mais qui, franchement, étonne quand on est un républicain convaincu. Vous savez, je ne crois pas. La gauche a toujours porté un message à la fois universaliste, un message de rassemblement et d'apaisement. Et nous le ferons et nous continuerons de le faire. Avec Mélenchon, nous honnêtement. continuons de le faire. Non mais vous savez, vous allez essayer, et c'est bien légitime, puisque le président de la République l'a fait, et ça conduit au résultat que nous avons vu hier. Agiter ce qui est pour vous le chiffon rouge de Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et déjà d'ailleurs sur ce plateau. Jean-Luc Mélenchon n'est ni le leader de cette coalition, et il n'en sera pas le Premier ministre. Les choses sont claires. Qui d'autre ? Donc aujourd'hui, vous voulez un nom, Olivier Faure, qui a été élu hier soir dans sa circonscription. Vous aurez encore moins de députés que lui ? Bien, je crois qu'aujourd'hui, attendons le résultat des urnes dimanche prochain. Vous êtes respectueux de la démocratie, moi aussi. On va voir comment les choses se passent et se produisent. Ce que je veux dire, c'est que on est dans un moment où nous allons... Et nous avons fait des propositions pour les Français très concrètes. Sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des services publics, le désarmement sur la question des retraites. Mais tout ça est faux. C'est-à-dire que le désarmement de la police, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, il l'a redit, monsieur mais Mélenchon. ça n'existe pas dans notre projet. Nous ne voulons pas désarmer la police en France. Vous voulez enlever les LBD, les grenades de désencerclement. Exactement. Nous voulons enlever les LBD et les grenades de désencerclement, qui dans les manifestations et dans la politique de maintien de l'ordre dans ce pays, je le crois et je le pense profondément, a fait beaucoup de mal. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la fracturation de ce pays est telle que moi, je ne veux plus que la police et les citoyens se fassent face, mais qu'on soit dans un pays où nous puissions avancer et travailler côte à côte. Si. Je ne veux plus. Alors excusez-moi messieurs. Profondément en accusation les uns face aux autres. Dans quelques instants, vous savez que nous le faisons tous les matins dans cette émission, nous allons nous repencher sur vos propositions, le contenu, etc. Mais d'un mot encore politique, à qui vous adressez-vous ce matin hors électeurs ? Vers qui allez-vous vous tourner pour chercher des alliances, des voix ? Il y a 306 triangulaires ce matin. Mardi soir à 18h, il y en aura sans doute beaucoup moins. Hier, le Rassemblement national appelle de la gauche, j'ai entendu, à la droite, tous ceux qui veulent le rejoindre. Le nouveau Front populaire s'adresse à qui ce matin ? Moi, j'appelle l'ensemble des forces républicaines, démocrates et progressistes, à nous rejoindre dans ce deuxième tour et à faire que nous puissions être une majorité d'alternance dans ce pays. J'appelle clairement les femmes et les hommes qui sont et qui ont pu soutenir le président de la République encore au premier tour de cette élection à nous rejoindre. Vous savez, moi je n'ai jamais hésité à faire le barrage à l'extrême droite. En 2002, en 2017 et en 2022. Monsieur Macron était le barrage à l'extrême droite, paraît-il. Aujourd'hui, il en est devenu l'accélérateur d'arriver au pouvoir. Donc moi je dis aujourd'hui, la gauche a toujours été responsable. Donc j'en appelle à toutes et à tous, à celles et ceux qui ne veulent pas pour notre pays que l'extrême droite gouverne demain. Et je le fais et j'entends les propos de la majorité présidentielle pour certains qui sont tenus. J'attends de voir qu'ils aillent plus loin. Parce que j'ai entendu aussi M. Bayrou et M. Philippe qui ne sont pas clairs. Donc maintenant, je demande à chacun d'avoir la clarté. Le Rassemblement national est clair dans ce qu'il dit. Je crois être clair dans ce que je dis. Aujourd'hui, on attend ce désistement-là de manière très précise. La France est face à un carrefour. Soit elle va à l'extrême gauche et c'est le chaos dans les rues, on le voit bien, et M. Mélenchon agite ça, soit elle nous rejoint. Et nous, on lance un appel à tout le monde. Tous ceux qui aiment profondément la France, qui ne veulent pas la voir se dissoudre, qui ne veulent pas la voir exploser, tous ceux qui aiment la concorde, qui pensent que ce qui nous unit est plus fort que le reste, et qu'ils soient de gauche, du centre ou de droite, ceux qui croient en la liberté individuelle, qui ne veulent pas fermer des chaînes de télévision qui ne leur plaisent pas, ceux qui croient au travail plus qu'au droit à la paresse, ceux qui croient à la sécurité plutôt qu'à la libération de 10 000 prisonniers, comme le propose la NUPES version 2, tous ceux qui croient au pouvoir d'achat et qui ne veulent pas des 250 milliards d'impôts supplémentaires que propose Mélenchon. Et je crois que nous pouvons avoir sur ces points-là, au moment où la France est en danger, une large union des amoureux de la France qui traverse tous les clivages politiques. Alors justement, parce que c'est la principale préoccupation de nos concitoyens, je voudrais qu'on s'arrête sur ces propositions en termes de pouvoir d'achat. Vous savez que j'ai lu avec attention l'ensemble de vos propositions. Je voudrais que vous aidiez les gens qui nous regardent, M. Jouvet, M. Jacobelli, à y voir plus clair. Si votre parti est majoritaire demain à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va changer sur la fiche de paie, sur la fiche d'imposition, dans les rayons, qu'est-ce qui va changer, faire en sorte que les Français voient les choses différemment ? Nous, clairement, nous disons que nous voulons provoquer un choc de pouvoir d'achat immédiat dès notre arrivée aux responsabilités. Nous sommes très clairs sur le sujet. Donc dans les 15 premiers jours. Dans les 15 premiers jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'augmentation du SMIC à 1 600 €. Qui peut croire aujourd'hui dans ce pays qu'avec 1 400 €, on peut vivre dignement ? Personne. Il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché, de discuter avec n'importe qui pour vérifier
que c'est impossible. Ça, c'est la première chose et la première mesure. La deuxième, c'est de bloquer les prix des produits de première nécessité, qui sont les prix de consommation première pour nos concitoyennes et nos concitoyens, qui galèrent, qui travaillent et qui ne s'en sortent plus. Et ça, c'est un impératif que nous mettrons en place. Ça, c'est-à-dire que c'est une liste que vous allez établir ? C'est une liste qui sera établie et qui sera définie pour permettre de bloquer ces prix. Le deuxième élément, c'est aussi le blocage des prix du gaz et de l'électricité. On voit qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ne s'en sortent plus. Et donc, on doit faire ce choc de pouvoir d'achat que nous faisons de manière immédiate, et que nous finançons en prenant l'argent là où il se trouve. Comment vous le faites d'un point de vue légal ? Parce que le blocage des prix, il est interdit en France. Dans le Code du commerce, il y a juste des dispositions exceptionnelles. Alors, comment est-ce que vous motivez les conditions exceptionnelles ? Les dispositions exceptionnelles, elles sont prises notamment eu égard au niveau qu'a eu l'inflation ces derniers mois. Qui reflue, on était à 2%. Oui, mais qui reflue, mais il y a eu des dispositions qui ont été prises notamment dans les territoires d'outre-mer. Ces mêmes mesures sont applicables aujourd'hui sur le territoire métropolitain, donc il n'y a pas de difficulté à le faire et à l'imposer. Aujourd'hui, nous, on veut ce choc de pouvoir d'achat pour les Français. Donc, vous avez entendu, je répète, le blocage des prix alimentaires, le blocage des prix sur l'énergie, la hausse du SMIC à 1 600 €. C'est les premières mesures que vous mettez en place. De votre côté, alors ? Parce qu'il me semble qu'il y a des points communs. À écouter, ça pourrait paraître séduisant si on ne pensait pas aux conséquences. Il y aura beaucoup de faillites d'entreprises avec ce que j'ai entendu, une inflation qui va partir. Vos propositions, monsieur Jacobelli. Donc il faut des mesures raisonnables, parce que nous, on s'apprête à gouverner. Alors d'abord, la baisse de la TVA sur les énergies, de 20% à 5,5%. Aussi sur l'essence. Par exemple, sur un plein de 50 litres, c'est une économie de 13-15 €. Ça, c'est concret. Aujourd'hui, le prix du gaz augmente de 12%. Ce sont vos alliés Renaissance qui ont pris cette décision. On reviendra sur cette augmentation. Et puis sur les salaires, vous avez raison, on a un problème de salaire en France, mais la mesure un peu soviétique que vous voulez imposer, malheureusement, entraînera des faillites. Nous, on propose quelque chose de plus simple, un marché gagnant-gagnant. Quand un patron augmente les salaires de 10%, pour les salaires qui vont jusqu'à 3 fois le SMIC, ces 10% sont exonérés de charges patronales. L'État ne paie rien. Le patron, lui, peut se le permettre. Finalement, c'est la même politique économique que le président Macron. Je ne vous ai pas coupé. Je vous en prie, je relève juste ça. Les patrons, eux, peuvent se le permettre et ça permet du pouvoir d'achat. Si on augmente qui sont les patrons qui peuvent se le permettre ? Parce qu'un patron en France, pour 95%, c'est un petit patron. C'est quelqu'un qui est soit tout seul, soit qui a très peu de salariés. Alors, je vais vous expliquer. Si on lui dit que le SMIC augmente de 1 400 à 1 600 €, qu'il a 2 salariés seulement qui sont au SMIC, il en virera un pour augmenter l'autre. Et donc, on aura demain plus de chômage. Si en revanche, pour les entreprises qui le peuvent, beaucoup de patrons ont un lien très fort avec leurs salariés. C'est des petites boîtes, ils vivent ensemble leurs projets et voilà, ils sont très heureux de les augmenter de 10%. C'est pas du tout la même chose, surtout s'il n'y a pas de charge patronale. Donc, une fois encore, il faut aider les entreprises et aider les salariés. C'est pas les patrons contre les ouvriers, c'est fini ce temps-là. Alors juste, pardon, dernier point, parce que le blocage des prix alimentaires de première nécessité, il me semble que c'était une proposition de Marine Le Pen, sa campagne présidentielle 2022, donc vous l'avez abandonnée ? Non, pas du tout. C'est pas le blocage des prix, justement. C'est la baisse de la TVA à 0%. On l'a pas abandonnée. Ce sera dans un deuxième temps. Vous savez, Jordan Bardella l'a dit, il y aura les mesures immédiates, celles qu'on prendra dans les 15 jours début juillet, et c'est les mesures que je vous ai annoncées sur la TVA, sur les énergies, par exemple, et le temps des réformes qui arrivera avec la rentrée parlementaire en septembre-octobre, où là, effectivement, nous proposerons cette TVA à 0 sur les produits. Pardonnez-moi, mais vous conviendrez tous les deux que les propositions que vous faites pour les Français sont tout de même relativement similaires. Même si elles sont financées de manière différente, même si sur la mise en application elles sont différentes, il me semble qu'il y a quand même des points de... Non, pas sur l'augmentation des salaires, moi, sur lesquels justement je voudrais revenir. C'est un sujet de débat intéressant, justement. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi l'augmentation du SMIC à 1 600 € viendrait pénaliser les petites entreprises. Dans notre programme et dans notre proposition sur l'augmentation du SMIC, qui permet mécaniquement, comme ça a été fait partout en Europe, comme ça a déjà été fait en France, d'augmenter le reste du niveau de la grille des salaires dans ce pays. Et vous conviendrez avec moi qu'il faut qu'il y ait un choc de pouvoir d'achat pour les Français qui ne s'en sortent plus et qui travaillent. Je pense juste que vous vous y prenez mal. Je pense qu'il n'y a rien qui mettrait en mal les petites entreprises. Surtout que nous mettons en place un fonds de péréquation pour les PME et les TPE pour permettre, dans les premières années, de financer cette augmentation du SMIC. Comment vous abondez ce fonds ? En disant quoi ? De manière très simple. Monsieur Jacobelli a finalement fait la même proposition que le président de la République fait depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'on fait des cadeaux aux entreprises, des cadeaux fiscaux, des allègements de cotisations et des allègements de charges qui pèsent sur tous et qui en réalité grèvent non seulement le budget de la nation, et en plus de ça sont des cadeaux fiscaux sans contrepartie, ce qui fait que dans ce pays, on a eu 70 milliards d'euros en moyenne par an de cadeaux fiscaux aux entreprises, qui n'ont jamais profité aux augmentations de salaire, qui n'ont fait qu'augmenter les marges des entreprises, et qui finalement
ne sont jamais revenus dans la poche des Français. Alors, eh bien, moi, je veux où cet argent, monsieur ? on le prend aujourd'hui sur la suppression des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus grosses entreprises notamment. Il y a 150 milliards d'euros qui sont mobilisables sur des aides fiscales qui ont été mises en œuvre ces 7 dernières années que nous redéployons pour permettre de financer l'augmentation des salaires. Parce qu'il y a un moment, on vit dans un pays où les grandes entreprises, pas les PME et les TPE, parce que les artisans, les commerçants, nous sommes à leur côté et nous voulons les accompagner. Mais les PME et les TPE ne font plus de marge quand les grands groupes en font et non plus et non que des cadeaux. Je vous donne la parole dans un instant, mais pour être tout à fait clair et bien comprendre, je pense au boulanger, puisque ça a été cité ce matin, qui vous regarde là, qui a commencé un peu comme nous d'ailleurs, la matinale à 2h du matin ou quelque part par là, qui vous écoute, monsieur Jouvet, et qui se dit quoi ? Alors, ok, très bien, moi j'ai un salarié là, je vais le passer au SMIC à 1 600 €. Oui. C'est-à-dire quoi ? Il va faire une demande de subvention, de fonds. Il passera le salarié à 1 600 € et selon le niveau de son entreprise, selon le nombre d'employés qu'il aura, il aura un accompagnement de l'État qui permettra... Non, c'est pas une usine à gaz. Attendez, juste terminer votre phrase qu'on comprenne. Qui permettra de financer cette augmentation s'il ne peut pas la financer sur les résultats de son entreprise. Les choses sont assez simples. C'est un accompagnement. Mais vous savez, il y a le CICE qui a été fait sans aucune contrepartie. Vous savez, oui, exactement. Vous pouvez faire des cadeaux aux entreprises qui sont faites en contrepartie et qui profitent aux Français. Il était socialiste. Exactement. Je pense qu'il faut avoir une vision raisonnable des choses. Aujourd'hui, ce que vous nous proposez, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC, la fixation des prix par l'État, l'indexation des salaires, notamment de la fonction publique, mais pas seulement sur l'inflation, il y aura un effet pour les TPE et les PME. Je vous rappelle que cette année, le nombre de faillites sera 33% supérieur à celui de l'année dernière. Ce qui veut dire que nos entreprises sont exsangues. Eh bien, vous allez augmenter le coût de production, c'est-à-dire qu'on va augmenter le prix de vente des produits, et que donc moins de Français vont consommer, et donc il y aura moins d'entreprises qui pourront produire, et donc il y aura plus de chômage, et donc il y aura moins d'emplois parce que le SMIC est élevé. C'est un cercle vicieux dans lequel vous allez nous entraîner. Il faut au contraire retrouver un cercle vertueux. D'abord produire en France, c'est-à-dire ramener l'activité chez nous. Mais ça veut dire, pardonnez-moi monsieur Jacobelli, vous dites parce que le SMIC serait élevé. Non, mais vous allez pouvoir terminer, justement, je voudrais clarifier votre propos. C'est-à-dire que vous préférez un SMIC qui n'est pas élevé ? Non, je préfère que le SMIC soit réévalué de manière régulière, comme c'est fait actuellement, mais qu'il y ait un écart entre le SMIC et les salaires moyens. Parce que si on écrase tout, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va aller vers une SMICarisation, le terme a déjà été employé, par Gabriel Attal, des salariés français. Or, ce que nous voulons, nous, c'est qu'effectivement, on puisse commencer au SMIC, mais progresser dans l'échelle salariale. Or là, tout va être mais tous les économistes démontrent que c'est pas vrai, je me permets de continuer. Notre mesure, au moins, elle permet de faire en sorte que les entreprises qui le peuvent augmentent. Celles qui sont dans une période difficile pourront attendre. Comment, juste comme je l'ai fait avec M. Jouvet, je vous demande des précisions. Comment vous allez déterminer les entreprises qui le peuvent et celles qui ne le peuvent pas ? C'est pas nous qui déterminons, c'est elles. C'est-à-dire que c'est les chefs d'entreprise. Si vous donnez le choix à un patron, il se peut qu'il n'ait pas, qu'il choisisse de ne pas le faire. C'est là que vous vous trompez, parce que quand on discute avec des patrons de PME ou des artisans, ils n'ont qu'une envie, c'est de garder leurs artisans, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est compliqué, et donc ils aimeraient leur offrir un salaire plus décent que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Donc dès qu'ils pourront le faire, ils le feront. Vous savez, je vois des restaurateurs qui emploient de la main-d'œuvre illégale. On entend beaucoup parler de la régularisation de sans-papiers pour créer l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Moi, je préfère que des salariés français puissent être embauchés par une politique salariale incitative et non pas castratrice ou obligatoire. Alors, sur ce point précis, pardonnez-moi, parce que c'est très intéressant, sur ce point précis. Il y aurait 500 000 personnes qui travaillent aujourd'hui, qui participent à l'économie française et qui sont effectivement sans papier. Il y a eu un mouvement assez large, justement, d'employeurs qui ne disent pas la même chose que vous, monsieur Jacobelli, qui demandent la régularisation de ces gens qui abondent à l'économie de notre pays. Donc ça veut dire que vous dites, ces gens-là, non, on ne les régularise pas ? Non. Quand on est arrivé en France illégalement, qu'on est en situation irrégulière, la loi dit qu'on ne peut pas rester. Et nous pensons que plutôt que l'esclavagisme moderne, plutôt que de payer des gens une bouchée de pain en les logeant dans des appartements indécents, plutôt que de profiter de la misère humaine, nous préférons créer de l'emploi pour les Français. Donc vous pensez que le départ d'un salarié étranger, ça signifie automatiquement l'arrivée d'un Français à ce poste ? Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, c'est plus vrai aujourd'hui. La politique du Royaume-Uni était beaucoup plus restrictive à la sortie du Brexit qu'aujourd'hui. Et donc les patrons de restaurants n'ont plus pu engager de main-d'œuvre immigrée. Ils ont donc augmenté les salaires et ils ont donc employé des Britanniques. Eh bien, c'est un cercle vertueux parce que je rappelle. Ils ont déjà des difficultés à recruter en ce moment. Aujourd'hui, non, mais j'ai bien dit à l'époque. Ils ont non, mais en France, là, aujourd'hui. Oui, mais il y a 5,5 millions de chômeurs. Aujourd'hui, on peut y penser. Alors, je sais que la gauche a abandonné le salariat pour parler des migrants. Que chacun s'exprime. Je pense qu'il faut revenir aux Français qui travaillent. En vous écoutant depuis tout à l'heure, je pense que la gauche n'a ni abandonné les travailleurs ni le salariat.
Et la réalité, c'est que vous avez parfaitement démontré sur la vision économique que vous, en fait, par rapport à ce que vous dites, vous êtes en réalité dans le projet politique que vous portez une arnaque. Il n'y a aucun choc de pouvoir d'achat. C'était courtois pour l'instant. Mais ça reste courtois, c'est une arnaque. Il n'y a aucun choc de pouvoir d'achat. Dis un socialiste. Vous ne voulez pas augmenter les salaires des Françaises et des Français. Vous l'avez démontré. Par A plus B. Vous voulez faire des cadeaux aux entreprises, Absolument comme pas. l'a fait le président Macron, mais pas faire profiter les salaires. Faux. Je voulais préciser ça, mais pour ce point, sur les 500 000 personnes dont vous parlez, très bien, vous arrivez au pouvoir demain, vous renvoyez ces salariés-là dans leur pays d'origine. Encore faut-il y arriver et avoir les moyens de le faire. Ce sera un autre débat que nous Je parle bien pourrons des personnes qui sont en situation irrégulière, pas les autres. Bien, je ne sais pas comment nos agriculteurs, par exemple, feront les vendanges à la fin de l'été, si vous faites ça. Je ne sais pas comment nos agriculteurs arriveront à ramasser les abricots et les pêches dans la vallée du Rhône dans quelques semaines. Parce que la réalité, c'est qu'on a aussi des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs qui sont des travailleurs aujourd'hui sans papier, qui font des tâches et des boulots donc vous acceptez... que personne ne veut faire. Moi, ce que j'accepte, c'est que je veux que ces gens-là, qui travaillent, qui sont dans nos entreprises, qui participent à l'activité économique, oui, ils aient des papiers. Oui, j'ai lu votre programme. J'ai lu votre programme de régularisation massive et j'ai lu votre programme de droit d'asile sans condition. J'ai lu votre programme d'immigration. Et je vais vous dire, vous savez parfaitement que si vous arrivez au pouvoir demain, vous n'arriverez pas à faire différemment. Regardez votre partenaire en Italie, Giorgia Meloni. Malgré les promesses qu'elle avait faites, 1 an après son arrivée au pouvoir, elle est en train de régulariser des sans-papiers. Donc vous savez que là aussi, vous agitez des peurs. Et qu'en réalité, mais si, vous agitez des peurs et des craintes. Le respect de la loi. Et qu'en fait, en réalité, vous ne l'appliquerez pas. Mais vous savez, moi, le respect de la loi ne me dérange pas. Parce que d'ailleurs, tout à l'heure, je me permets, et je terminerai par là, vous avez voulu mettre en cause un certain nombre de candidats du nouveau Front Populaire. Vous savez, moi, je ne soutiens pas et je ne soutiendrai jamais des gens qui ont été condamnés. C'est plutôt le cas dans votre parti que dans le mien. Non. Donc vous savez, le respect de la loi, Monsieur Jacovelli, du Parti socialiste, s'il vous plaît, je ne vais pas faire la liste. Le respect de la loi. Pardonnez-moi, restons sur le fond. Je me permets de le redire aussi pour éviter les malentendus. Moi, je vais vous répondre. Je veux bien entendre de votre part des leçons de défense du salariat français. Je rappelle quand même, je viens de Moselle. Voilà. On a tous en Moselle le souvenir de Monsieur François Hollande qui arrive et qui dit « Je vais sauver la sidérurgie ». Il est élu président et il nous saborde la sidérurgie. Aujourd'hui, le Parti socialiste est celui qui a laissé désindustrialiser la France. Il est celui qui a créé des millions de chômeurs en France et qui aujourd'hui, plutôt que de défendre les salariés, défend les migrants. Oui, monsieur, il y a une loi en France. Et quand cette loi a dit que quelqu'un n'a pas le droit d'être en France, il ne doit pas y rester, surtout quand il y a 5 millions et donc chômeurs. Vous dites à tous les chefs d'entreprise qui ont des salariés bien, comme monsieur, ça qu'ils c'est vous qui les insultez, parce que vous êtes en train de nous dire que tous les chefs d'entreprise violent la loi. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Avec eux, des agriculteurs, avec des viticulteurs, avec des restaurateurs. Monsieur, vous pouvez défendre l'indéfendable. Je vous l'ai dit les yeux dans les yeux. L'immigration clandestine, c'est non. Les travailleurs irréguliers en France, c'est non. L'immigration submersive, c'est non. Les Français n'en veulent plus. 3/4 des Français veulent mettre fin à cette immigration. Vous voulez continuer à l'encourager, continuer à naturaliser. Non. Vous êtes à côté de la plaque. Vous mettez en danger les finances de la France, que vous la dites, sécurité de la France et les finances de la France. Que vous disent justement, pardonnez-moi, je reprends cette question. Que vous disent les chefs d'entreprise, puisque là, pour le coup, c'est un fait. Il y a 500 000 salariés en situation irrégulière qui participent à l'économie française. Que vous disent les chefs d'entreprise lorsque vous leur dites qu'il va falloir vous séparer de ces salariés? Moi, j'ai jamais vu un chef d'entreprise qui vient vers moi et me dire, vous savez, j'emploie des gens en clandestinement. Il y a des chefs d'entreprise qui emploient des personnes étrangères avec un visa de travail. C'est pas du tout la même chose. Si jamais, imaginons qu'il y a un secteur en tension. Il y en a aujourd'hui, par exemple, en médecine. Voilà. On manque de médecins. Bien sûr. Bon. Qui serait assez idiot pour dire on ne va pas permettre à des médecins étrangers qui veulent travailler en France d'avoir un permis de travail? Personne. Mais à ce moment-là, ils demandent un permis. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas, quand on est un élu de la République, autoriser l'illégalité. Donc il y a les bons et les mauvais immigrés, en fait. Il y a ceux qui pourraient être médecins et ceux qui travaillent dans les villes. C'est vrai dans d'autres métiers. J'ai pris un exemple que tout le monde connaît. Il y a aujourd'hui des métiers qui ont besoin d'immigration. Parce qu'il n'y a pas la formation encore en France, il faut la mettre en place. Ou, par exemple, je prends cet exemple parce que tout le monde le connaît, des médecins, c'est pas pour hiérarchiser, mais on a ouvert un peu le numerus clausus, pas assez, et donc on est dans une phase où on attend les médecins. Évidemment, mais alors on demande un permis, on demande une autorisation, on ne viole pas les lois. Vous êtes en train d'autoriser le fait qu'on viole la loi, c'est la différence entre vous et nous. Vous savez, Monsieur Jacobelli, c'est pas moi qui est dans mon groupe. Monsieur De Fournas, qui est député de Gironde. Attention, parce que ce que vous allez dire est faux. Hein, non, mais qui est député de Gironde, viticulteur, et qui, je suppose, comme beaucoup de viticulteurs, moi j'en ai dans mon département, fait appel à des travailleurs sans papier pour travailler. Non.
Non, c'est faux. Parfois, il y a une arnaque, c'est-à-dire qu'on fait appel à un sous-traitant qui lui-même ne respecte pas les règles. Mais une fois encore, on peut pas. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, Attendez, sur je vais des me permettre de secteurs en terminer une tension, phrase. vous savez que sur des Je vais secteurs me en permettre tension. de Alors, vous avez fini plus d'une phrase. Mais Tout vous le avez monde finit fini ses des phrases phrases. là Je pour suis l'instant. courtois avec vous. Mais moi aussi. Vous voyez, parfaitement. Je pense qu'on devrait tous avoir un attachement aux lois républicaines qui Ah fait oui. qu'on n'encourage pas le viol des lois. Je le répète, quelqu'un qui n'a pas le droit de faire quelque chose, que ce soit quelqu'un qui fait un refus d'obtempérer, quelqu'un qui vole, Mais quelqu'un monsieur qui travaille Jacobin, illégalement. Pardonnez-moi, il doit monsieur être Jouvet, puni. est-ce que vous, au pouvoir, ces 500 000 travailleurs régularisés demain Mais la, matin, ils sont réponse, mais la régularisés. réponse est oui. Et voilà. Parce qu'il faut sortir de cette hypocrisie. 500 000 de Ces plus. 500 000 Migrants. personnes Vous savez, c'est qui terrible. sont vous en plaît. France, ces 500 000 personnes qui sont en France, qui vivent en France, qui travaillent en France, et je parle de ces 500 000 travailleurs, oui, il faut sortir de cette hypocrisie et les régulariser. Il faut arrêter ce débat. Et d'ailleurs, vous savez parfaitement que le problème dans notre pays n'est pas lié à cette immigration-là. Que les filières d'immigration illégale sur des personnes, notamment clandestines, qui arrivent dans nos villes, soient un problème et qu'il faille le traiter. Moi, je suis totalement favorable et c'est ce que nous proposons aussi. Mais les 500 000 personnes qui travaillent, il est faux de dire qu'elles posent problème dans notre pays aujourd'hui. Eh ben, au moins sur la Merci question beaucoup. migratoire, c'est très clair. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier débat de l'entre-deux tours des législatives et de vous être écoutés.